Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. يطيب العيش هنا في إفريقية بالهدوء والسلام والرفاهية، وفي قارة الخيرات السبع الكل ينام متعبا من الشبع، لا فقر لا عنف ولا جوع، لا ظلم لا قهر ولا دموع. نحتفي بالتنوع والتعددية، نزرع بذور التسامح ونقطع جذور العنصرية. يطيب العيش هنا في إفريقية حيث العدل والمساواة والسلمية، وقوانين وسياسات وأنظمة ديمقراطية ومشاريع تحفيزية، والحب والسعادة والحرية. ننعم بثرواتنا الطبيعية ونعالج المشاكل المناخية. كم يطيب العيش هنا في إفريقية. سمعت صوتا يقول هذه الحكاية، لا أدري إن كانت هذه النهاية لحلم راودني أثناء النوم، أو ربما هو صوت من غد أفضل، وهذه البداية لحلم يتحقق مع أحفاد اليوم. ولا أدري ما الذي يجب أن نفعله نحن الآن ليطيب العيش في إفريقية، وكي لا نعود إلى زمن الخوف والاستبدادية، ونتخلص من مهرجي الشعبوية ومطبلي النظام والدكتاتورية. Bonjour, bonsoir, bienvenue donc à la dernière journée de Rise Africa Action. Donc, je suis ensemble avec mes collègues Gongui de Souka, Tachi, Prepek et le reste du programme. Nous sommes excités de vous abriter cet après-midi. Pour ceux qui ne savent pas, OUNA, c'est l'acronyme de Urban National Asset. C'est un programme qui est géré par le CED, qui est géré par en 2024, qui a commencé avec le programme de pointe, comme on allait voir comme les bénéficiaires du programme. L'initial projet a, depuis 10 ans, a impliqué un programme très élargi avec trois phases différentes de programme. On a Africa, on a
Una Africa, Una Cause, et on a aussi la présente et aussi Una Réunion pour la vie. Le Una programme a, depuis 10 ans passés, établir chaque pointe à travers l'Afrique, à travers les villes africaines. Cette phase de ce programme, la résilience, a été très productive dans sa méthodologie et dans ses résultats. Et de façon vraiment ce programme de UNA, je dois dire, a été l'un des plus excitants depuis le commencement de ce programme. Pour souligner cette phase, il a été donc le changement sur le droit de l'homme qui a commencé à des façons dont nous engageons avec nos villes et avec nos communautés. Mais je vais vous maintenant jouer le programme de vidéo pour nous et nous serons de retour. African cities face many complex challenges when it comes to managing their natural resources in the context of rapid urbanization. Over 7 years, ICLEI Africa's UNA program has worked closely with local governments to tackle these challenges by integrating nature-based solutions into land use planning for improved urban resilience. UNA's impacts have been as vast and varied as the project activities themselves. But where the program has added most value is in helping to develop thousands of enabled people who have the tools and knowledge to prioritize nature when planning cities, and a network of enabling environments that ensure sustainability is incorporated into decision-making at every turn. Through capacity building, community engagement, multi-actor dialogues, and the creation of spaces for reflection and knowledge co-production, the program has supported cities in laying the foundation for long-term shifts in the way decisions are made, budgets are allocated, planning is conducted, and policies are designed, all to better harness the value of our natural capital. UNA's focus on innovation has also given rise to creative African-specific approaches to planning and service delivery, approaches with local relevance and global significance. And through a range of practical interventions, the program has helped officials localize international agendas while delivering many tangible benefits for residents. In this way and in so many others, UNA has assisted project cities make headway in their quest to become more resilient to the challenges of our time, today, tomorrow, and far into the future. For more information on what ICLEI Africa has achieved under the UNA program, visit africa.iclei.org/project/UNA-Africa and watch the full-length impacts video. Pour le contexte, cet aspect de la vidéo que vous venez de regarder était produit immédiatement après la première phase du programme. Depuis ce temps, depuis près de 4 ans maintenant, nous avons été un processus itératif sur la résiliation de qui est la dernière phase. La phase courante de ce projet, cette phase a vu l'opération de l'approche des droits de l'homme sur les 3 piliers, sur la gouvernance, l'urbanisation et la finance. Nous avons utilisé beaucoup de méthodologies pour renforcer la capacité sur le terrain et renforcer le travail à l'intérieur des villes et aussi pour assurer que personne n'est laissé derrière dans le travail que nous sommes en train de faire dans les villes. Le thème de cette festival Red Africa, rien que des solutions, les échecs aussi. Depuis 2 jours, nous avons mis ensemble pour regarder les solutions, quelles solutions a marché et quelles sont les solutions qui marchent et quelles sont les leçons que nous avons apprises, ou quelles sont les leçons qui émergent des phases. Et comme l'a dit dans la session d'hier matin que nous avons parlé des échecs, je dois dire que c'était aussi rafraîchissant pour être en mesure de regarder de façon honnête
ce qui sait marcher, ce qui ne marche pas. Et pour être en mesure de reconnaître entre nous que l'échec, c'est un processus itératif et c'est aussi un parcours vers le succès. Pas, euh, pas beaucoup de programmes créés pour créer des espaces vers l'échec. Et à ce point, je dois dire que euh, cela ajoute donc un crédit à notre action qui a, depuis des années, a créé donc l'espace, pas seulement pour les succès qui sont émergés des programmes de UNA, mais aussi les leçons qui sont apprises à travers les échecs. Et c'est ce que nous a amené ici aujourd'hui. Le troisième jour de ce festival nous attire l'attention pour réfléchir sur les étapes, pour trouver des solutions côte à côte à côté des échecs et demander les questions profondes. Dans cette session, aujourd'hui, sur le programme UNA, nous allons réfléchir sur et aussi interagir sur les cérémonies interafricaines. Nous allons relier et exprimer nos émissions, quelquefois de façon joyeuse. Euh, euh, nous, en tant que nous réfléchissons sur les dernières décennies de ONA, nous allons regarder et accumuler de façon joyeuse de façon très joyeuse pour les succès que nous avons connus depuis les années, les leçons que nous avons apprises et aussi les échecs, mais plus important, les opportunités que ce programme nous a offertes en tant que thème. Pour l'équipe aujourd'hui, dans l'esprit de la réflexion, dans la relation joyeuse et dans cette panel excitant que je vais faciliter qui couvre d'entiers programmes. C'était une bénédiction pour nous asseoir et à amener à cette session les présidents de 10 ans pour nous joindre et parler du parcours de ce programme. De toutes les discussions aujourd'hui, c'est centralisé sur les perspectives que nous allons avoir de nos villes. Même les financeurs sont ici, nous allons poser des questions à nos bailleurs de fonds et aussi les perspectives extérieures à travers leurs conseils. Aujourd'hui, cette discussion, nous avons aujourd'hui avec Dr. Richmond est un professeur au département du tourisme, la gestion du tourisme à Cape Coast, l'université technique à Cape Coast, Ghana. Il est aussi le chef de l'investissement et des relations aussi dans la ville métropolitaine de Ghana. Nous avons, parce qu'il y a une licence en l'ingénierie chimique qui est spécialisée dans l'ingénierie de l'environnement de l'université de Pretoria en Afrique du Sud. C'est quoi spécialisé en informatique et dans le Congo University de Clement City en Mozambique. Nous avons Dr. Anderson qui travaille à l'université Cape Town en Afrique du Sud et où elle est professeure et directeur des études en licence dans les sciences géographiques et environnementales et aussi un chercheur écologique sur les villes. Nous avons aussi Isaac Louaga Mongombole, je suis désolé pour votre nom, qui est le chef du paysage à la ville de Kampala. Isaac a un diplôme post-doctorat sur la conception. Il a aussi une licence sur l'architecture. Il est spécialisé dans l'infrastructure verte, la gestion de l'infrastructure verte. Et enfin, nous avons Eric Sedemons. Elle est conseillère sur les programmes biodiversité, sur les programmes de résilience dans les villes. Il a eu l'opportunité en développant dans le programme, il est officier du programme dans le programme suisse. À ce point, je vais maintenant inviter mon collègue Ongui de fournir donc l'aperçu sur la méthodologie depuis les 10 dernières années. Ongui, à vous la parole.
Merci, Toumi. Je suis, je suis jalouse parce que je n'ai pas été présenté de façon formelle. Mais je veux faire partie de cette équipe verte. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, n'importe où vous vous trouvez. Je me suis Ondi Sinka. Je suis basé à Skempton, en Afrique du Sud. Je suis fais partie de cette équipe de la biodiversité. Et je focalise sur la biodiversité principalement à travers les différents projets en Afrique seulement. Et comme il a mentionné dans la présentation, que le projet a commencé en 2014 et l'objectif principal était de travailler sur la création d'un environnement propice pour trouver des solutions dans les cités, dans les villes qui grandissent rapidement. En conception de cette solution inclusive qui demande les actions collectives pour les objectifs euh, voilà, les actions intensives sur la collaboration, travail avec les différentes parties prenantes, mener tout le monde à l'action, laisser personne derrière. Et cela vient avec cette complexité. Comme nos cités ne sont pas identiques, ils sont toujours en changeant. On travaille donc avec les approches pour trouver donc les défis. De façon plus importante, cela ne veut pas dire que l'on doit défier la façon dont on travaille et trouver les solutions communiquées et passer le message avec les parties prenantes dans la créativité et votre habilité à entrer sur les nouvelles opportunités et les approches de communication avec les parties prenantes pour susciter l'action. Et aussi pour le programme de ONA, ceci interroger notre approche depuis des années et demander comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies émergentes sur les innovations pour impacter positivement les gens et créer aussi l'environnement au niveau des communautés. Donc, depuis des dizaines d'années, le programme d'UNE a trouvé des solutions dans les 3 points, la méthodologie pour des solutions basées sur dans les villes africaines, dans 10 pays africains, et adopter les expérimentations sur les technologies, la méthodologie et aussi pour renforcer les engagements, les participations et le renforcement des capacités sur les médias sociaux importants. Ceci implique l'utilisation des instruments les photovoltaïques et les approches basées sur les droits humains, les approches inclusives et les exécutions euh, pour impliquer les différentes parties prenantes. Et, on a commencé le travail, c'est l'utilisation des approches participatives pour utiliser des instruments, pour trouver des solutions pour ne laisser personne derrière. Je pense que cela est la façon dont nous engageons dans la planification et on explique les techniques et aussi les acteurs et les communautés. La question principale que nous demandons, c'est comment on peut s'assurer que personne n'est laissé de pour compte. Comment créer un espace pour renforcer la participation et l'engagement et économiser les gens pour faire le plaidoyer, les plaidoyers sur l'environnement. On a fait ceci à travers les planifications et à travers la méthodologie que la première, l'utilisation, l'approche particulière de photographie, donc les photos volcaniques, et pour commencer la discussion autour des solutions, trouver des espaces pour les membres de la communauté, les officiers du gouvernement local pour trouver des réflexions sur les voisinages et trouver des solutions qui peuvent trouver les solutions aux défis. Donc, quelle est cette méthodologie? Donc, c'est une approche de photographie pour dire on vit dans un environnement, donc on prend les activités quotidiennes, on les mesure, et sur comment est-ce qu'ils changent. Donc, la partie de l'exercice de photographie, on va dire, allons voir des activités dans les villes
des activités qui se font dans l'environnement, refléter dans les photographies que nous faisons. Qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce que l'environnement change? Quelle est la beauté de l'environnement? Quels sont les défis que cela... Donc, utiliser la photographie, raconter cette histoire et commencer les discussions entre les différents acteurs parties prenantes, les communautés qui partagent les expériences sur les environnements naturels. Et ils viennent ensemble pour dire, voilà ma réalité de mon environnement et voilà la photo qui reflète cet environnement. Et voilà ma réalité et comment est-ce qu'on peut les cumuler ici et travailler ensemble et voir les différents angles et trouver des solutions équitables et aussi justifiables pour tout le monde. La méthode de photo a été en mesure de créer donc l'espace pour la connexion, la collaboration et travailler ensemble pour développer. Et on parlait des solutions pratiques. Engager est en mesure d'utiliser les principes qui disent, pour dire, utiliser ce que nous avons pour trouver les solutions que nous avons. Les solutions dont on a besoin pour régler les problèmes que nous avons. Voir les photos montrent comment est-ce que cela est un peu à Issoulou, comment est-ce que les gens parlent de leurs pratiques quotidiennes. La deuxième façon, c'est de tirer profit de ce que nous avons fait sur les technologies émergentes. Comment utiliser par exemple, les Minecraft. C'est un instrument technologique qui permet les gens qui ne sont pas architectes, qui ne sont pas des professionnels, d'interagir, de comprendre comment est-ce que les cités sont planifiées. Parce que je pense que cette façon est faite. On fait la planification, le développement dans nos villes. On voit les techniciens, les communautés qui sont derrière. Donc, ce que l'approche fait, c'est que c'est vous dire comment est-ce qu'on peut planifier le développement et inclure ceux qui ne sont pas des professionnels et créer aussi un espace qui permet à tout le monde de contribuer à la conception de l'environnement. Voilà. Ça fait partie du projet de UNA. Ce qui s'est passé est que dans ces domaines, la qualité du domaine a, depuis des années, de trouver des solutions que nous voyons, toutes les solutions aux défis, les gens avec qui travaillent vers le même environnement. Donc, inviter les différentes parties prenantes dans le même champ, avoir la conversation sur ce que nous voulons réaliser dans cet état. Comment est-ce qu'on transforme et s'assurer qu'on utilise les, les méthodologies pour créer l'espace qui est idéal pour tout le monde. Ce qui se passe ici, comment on peut transformer les terrains qui ne sont pas encore mis en pratique dans des espaces verts. Donc, Minecraft est un instrument pour amener les parties prenantes à s'engager sur les parties importantes des infrastructures naturelles dans ce paysage. Ce qui est venu, le résultat de cette pratique est qu'il y a des espaces verts dans ces domaines qui est utilisé pour ces espaces verts sont utilisés pour des produits, des activités qui autonomisent les habitants. L'un de ces résultats est que c'est la valeur, être à mesure de mettre ensemble les communautés qui n'ont pas de contexte, les communautés membres, les communautés qui n'ont jamais même utilisé l'ordinateur avant pour créer l'espace pour apprendre comment on peut créer leur espace et développer les solutions bloc par bloc donc, le Microsoft, cet instrument vraiment les aide à réaliser cet objectif. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas peut-être ensemble. Comment on peut les intégrer pour faire des contributions importantes pour le développement de la ville. Ce qui est intéressant, c'est construire sur ce que nous avons. Voilà ce que je peux dire, Kachi. Et une autre façon, une approche que nous avons utilisée, c'est
Et sur cette phase de la phase résilience, euh, c'est interroger comment le programme a impliqué. Nous avons identifié des éléments qui sont intégrés, les éléments du genre, les éléments du droit de l'homme qu'on n'avait pas pris en compte de façon initiale. Et donc, qu'on avait pris en place dans les... Comment on peut s'assurer que, pas seulement intégrés, mais qui sont autorisés dans les approches du droit humain qui sont prises en compte. Donc, pour la phase courante, donc, on a développé des projets et aussi pour toutes les phases. Quand on parle de droit, l'approche basée sur le droit de l'homme, on ne peut pas relier qu'en réalité, il y a beaucoup de défis. Cela vient beaucoup de problèmes qu'on peut d'abord régler avant de l'intégrer de façon, avant d'adopter cette approche. Et on a aussi vu les problèmes. On a, les humains sont détachés de ces programmes. Il y a beaucoup de résistance en termes de les problèmes de droits de l'homme. Il y a aussi les croyances religieuses, voilà, qui sont résilients au changement. On peut comprendre qu'il y a un manque de sensibilisation sur les valeurs, sur les droits de l'homme. Comment est-ce que cela conduit à l'environnement, l'environnement qui est sécurisé pour tout le monde. Et c'est aussi sur le niveau de confiance que tout le monde a, ou pour voir si on peut être à mesure de créer les gens sur le droit que les gens ont. Ce que nous avons appris sur l'approche basée sur les droits de l'homme, c'est le contexte est très important. Et ce qui peut marcher dans le contexte A peut ne pas marcher dans le contexte B. De façon intéressante, nous avons adopté la méthodologie pour adopter à chaque contexte. Ce qu'on a dit pour le contexte, c'est l'approche basée sur les droits de l'homme. Le premier, c'est prioriser la représentation. Si nous voulons travailler à plusieurs approches basées sur on doit s'assurer que beaucoup de différentes personnes ont accès à l'accès conversation que nous avons. Euh, Ceci a été une phase très importante du projet. Prioriser les représentations. Les représentations dans le contexte prennent en considération les vulnérabilités qui sont affectées par cette discussion que nous avons dans la Chambre, pendant qu'ils ne participent pas, comment s'assurer qu'on les inclut dans les discussions et puis s'assurer que la participation des femmes est aussi prioritisée sur la recherche que nous avons faite, qui fait partie de notre objectif, identifier le fait que beaucoup de femmes ne participent pas à ce que nous faisons dans les prises de décision. Cela doit trouver des solutions. Une partie dit qu'il faut qu'on crée un espace et permettre aux femmes de se représenter et s'assurer que leur voix soit entendue dans les décisions principales et la gouvernance à travers le pays. D'abord, je parle maintenant de la conception et la compréhension des droits de l'homme. Comme il a dit au début, il y a beaucoup de résistance sur l'adoption de l'approche de humain des droits de l'homme. Le plus important, c'est pour fournir l'éducation, la campagne de sensibilisation, les droits de l'homme, et tracer cela vers l'histoire. Et, et rappeler les gens que le droit de l'homme ne peut pas travailler sur un espace. Dans le contexte africain, à travers donc, les différents pays, la culture et à travers aussi différents systèmes. C'est ça par rapport à informer les gens sur les droits de l'homme, leur dire comment comprendre et savoir ce qu'ils connaissent sur les droits de l'homme. Donc, rappeler les personnes sur les exemples que nous avons sur les femmes en tant que leaders dans les différentes communautés. Ça, c'est qu'ils soient en mesure de connecter à l'histoire de l'Afrique avant la colonisation et ils ne voient pas que le droit de l'homme comme une valeur de l'Europe. Ok, voilà.
une des choses que nous avons réalisées est que il faut qu'il y ait des séparations entre les droits de l'homme et les droits. Tout le monde prend l'aspect, le cas de la résistance quand vous essayez de parler de genre. Cela a conduit à la délocation de la compréhension autour du genre dans la société. Qu'on fait comprendre que le fait de ployer sur le changement de la société, sur la façon dont notre système a été structuré, sur les valeurs culturelles, en considérant les femmes seulement pour les enfants seulement pour être des fabricants d'enfants, ceux qui prennent seulement soin des femmes, etc. Donc, la partie intrigue de notre société est de comment est-ce que nous pouvons faire des décisions, comment nous planifions et développer nos villes. Et on a aussi essayé de comprendre la dynamique du pouvoir. De cette perspective, il y a beaucoup de conversations sur les solutions qui peuvent se prévoir avec l'audience technique. Donc, si vous êtes en mesure vous avez dit que vous avez des membres de communauté et sur lesquels vous avez les officiers du gouvernement local pour créer un environnement qui est sain pour tout le monde, pour contribuer et se faire entendre. Donc, cela implique s'assurant qu'on ait des autorités, que personne n'a l'autorité sur l'autre. Euh, donc, cela a été très utile parce que nous avons vu depuis des années, depuis la présidence de la Pêche, comment cela a autonomisé beaucoup de personnes, les gens qui n'ont pas eu d'opportunité pour s'engager dans cette sorte de discussion. Cela a été intégré dans la conception des villes. Ça a été très, très fructueux et c'est très intéressant. C'est une dynamique très intéressante sur la Coast et en tirer beaucoup de leçons pour tout le monde dans cette discussion. Voilà ça, Tessie. Et je pense que à travers donc ces deux villes, on a décidé de dire nous avons toutes les références, toutes les audiences, nous avons des enfants, les jeunes qui n'ont pas été partie de la conversation sur les solutions basées sur la nature. Comment est-ce qu'on peut relier et adopter une méthodologie qui permet tout le monde d'être amplifié et aussi être montré de façon créative. Voilà, c'est le développement sur l'exhibition qu'on a appelé préservation. Voilà comment, en cas que l'année passée, était basé comment on peut utiliser la photographie comme instrument par lequel nous on comprend le développement urbain et utiliser l'apport des photovoltaïques comme je l'ai dit plus. On appelle les images, les photos qui parlent l'histoire des villes. Nous avons aussi l'engagement des jeunes à travers les deux villes, Copcos, pour dire comment on peut utiliser dans les pistes, comment peut être relié de façon visuelle. Et voilà ce qui s'est passé. Qui va donner donc façon de ok pour peut-être ce que nous avons vous créer une future avec, commencer à engager les gens et censé S'il vous plaît. Et je pense qu'en gros, hein, ce que ça nous a fait, les méthodes que cela nous a utilisées, ça nous a permis de comprendre que les droits de l'homme donc sont subdivisés, que ce soit donc
sur le côté politique avec la transition et on démontre donc qu'il ne faut pas laisser, il faut laisser personne pour compte. Il faut donc avoir une approche participative à travers justement plusieurs sphères. Cela a donc mis l'accent sur l'importance de l'accès donc en termes de participation, accès en termes d'information et l'accès justement aux ressources parce que les gens, bien sûr, doivent poser, ils ont le droit de poser des questions. Ils ont également la possibilité, le droit donc de s'améliorer. C'est nous aide donc, n'est-ce pas, à embrasser les expériences, chercher vos voies, à créer en fait une voie qui sied à vos idéologies. En fait, donc, n'est-ce pas, il faut se baser sur ce qu'il faut construire. Il faut commencer tout petit peu, tout petit, et puis donc bâtir sur la base de ce que vous avez déjà. Merci infiniment. Il s'agira donc d'un moment important pour moi de m'asseoir et puis de réfléchir. Parfois, vous êtes tellement focalisé sur votre travail que vous oubliez même d'évaluer le chemin que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez déjà fait. Parce que ce que vous avez déjà fait représente en fait une espèce d'expérience que vous avez maintenant dans l'esprit de l'équipe, pour des leçons pour l'équipe, pour tout le monde, pour les fondateurs, pour nous en tant qu'équipe. Nous aimerons accélérer les échanges avec nos panélistes, bien sûr, qui, de façon brève, nous ont présenté donc, bien sûr, les différents aspects de cette thématique, également dans le box réservé message. Je pense que pour cette conversation, je pense qu'il faudrait également penser aux différentes villes qui ne sont pas encore enregistrées. Je fais référence donc, au projet de restauration pour la vie virtuelle. Bienvenue au Dr. Richemont Yeboah. Ça a été une bonne chose de travailler avec vous également, d'être capable donc, n'est-ce pas, de faire le chemin avec vous depuis le début d'Una Africa jusqu'à Una Coast et maintenant aujourd'hui Una Résilience. Et voyons les différentes méthodologies, hein, comment elles ont évolué. Cette utilisation de cette approche basée sur les droits en tant que partie prenante compétente, l'une des créations les plus récentes de ce programme, et notamment pour avoir travaillé avec vous depuis les dernières années, c'était en tant que point focal de la ville. J'aimerais donc vous inviter à réfléchir sur les défis spécifiques que cette assemblée métropolitaine fait face. Comment est-ce que pensez-vous que le projet OUNA contribue à surmonter ces défis selon votre point de vue? Professeur Richemont, voilà, bonsoir et bonjour. Merci infiniment pour cette opportunité justement de faire partie de cet échange. Permettez-moi de dire hein, que sur un plan personnel, j'apprécie à sa juste valeur le fait que j'ai pu assurer la coordination du projet au nom de la direction de la ville du Cape Cod. Ça a été une excellente expérience. On a notamment travaillé avec vous dans un sens et puis avec le reste de l'équipe dans un autre sens. Je pense que pour le Cape Coast, avant l'entame du projet, il faut dire que j'ai une formation en études et développement environnemental. J'ai donc apprécié ces questions à sa juste valeur. Et depuis des années, hein, j'ai essayé de trouver l'équilibre entre le développement économique, le développement social et environnemental. Malheureusement, la plupart des autorités locales sont beaucoup plus intéressées à l'aspect économique parce que justement, les gens ont un mode de vie et ils pensent qu'une fois ils font face à l'aspect développement économique, alors ils ont la possibilité de créer quelque chose pour le peuple. On ne pensait pas du tout hein, à l'aspect social, tout en parlant de l'approche basée sur le droit de l'homme, la cité, la ville également, essayer de voir comment trouver le juste équilibre entre l'équilibre social et environnemental. C'était donc l'un des
détruisait l'environnement, la ville également n'arrivait pas à financer les efforts de conservation de la biodiversité. La concentration serait donc focalisée sur la budgétique municipale de et avec l'opportunité de travailler avec les autorités de la ville, avec l'opportunité d'échanger avec le maire, et réaliser les développements social. Il est important de prendre en considération les efforts environnementaux et sociaux. Depuis que j'ai commencé à travailler avec eux, permettez-moi de dire que les autorités des villes sont tout à fait conscients de l'environnement. Ils sont conscients justement d'impliquer même les groupes des femmes dans les décisions de développement de la ville. Et maintenant, nous comprenons que le droit de la femme est également très important, notamment quand il s'agit de la conservation environnementale. Étant donné que nous bâtissons une fondation importante dans les échanges et que la ville a beaucoup appris, bien que cette ville ne puisse pas financer ces projets, ils sont à la recherche des partenaires pour les aider à s'assurer notamment que cet environnement urbain et que l'équilibre socio-économique soit donc atteint. Merci, c'était très intelligemment pris. Et merci de nous avoir parlé donc, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans cette phase. Maintenant, je nous invite à penser à ce que le développement durable signifie. Est-ce qu'il s'agit d'un développement économique aux dépens de développement socio-environnemental ou alors est-ce qu'il faut repenser à d'autres moyens sur lesquels on pourra donc, n'est-ce pas, changer notre trajectoire de développement afin de pouvoir trouver le juste équilibre. Sur ce, j'aimerais donc, Isaac, que vous impliquez dans la conversation. Kampala, il faut le dire, faisait partie de la phase du programme de la phase où on arriva. J'aimerais que vous réfléchissiez un tout petit peu sur la contribution du Luna Revas programme et le professeur Yoboa nous a parlé donc du projet qui a permis donc de refaçonner ce qu'ils ont considéré comme étant faisant partie du développement. Et partant du point de vue de la rivière Ouna, comment pensez-vous que cela a contribué à la préservation et à l'amélioration de la direction de quelques atouts découverts ou qui existent au sein de la ville de Kampala? Voilà. Merci infiniment. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous les participants. Pour le programme Onarivas, il faut dire que tel que mes collègues l'ont dit, ce sera donc l'importance donc de nous tous. L'avantage avec ce programme, c'est que contrairement au fait qu'il travaille avec les organisations de la société civile, il travaille directement avec les autorités urbaines, notamment les autorités de la ville de Kampala. Voilà. Avec les consultants, nous sommes bien centrés sur le terrain pour essayer de faire la cartographie des atouts, des actifs. La ville de Kampala étant donc constituée de plusieurs villes et de vallées avec des structures diversifiées. Ils ont fait donc la cartographie des actifs au sein de cette ville, non seulement à identifier les différentes dégradations qui ont eu lieu au sein de la cité. Voilà. Au niveau des villes, ils ont pu tirer la sonnette besoin de la ville
ont eu ou ont vu donc, n'est-ce pas, le niveau des villes avec le niveau donc, de dégradation facile d'apprécier la situation par les autorités locales et ça nous a permis justement de communiquer facilement avec nos Je pense que cela vous permet donc de répondre à une question qui déjà a été posée. Partant de mon expérience personnelle par rapport aux différents projets auxquels j'ai pris part en Afrique, je pense que notre plus gros défi, hein, c'est la pauvreté. Et, je pense que nous avons des conflits, nous avons beaucoup d'autres défis relatifs au changement climatique. Il y a plusieurs attentions relatives aux gens. Et tout. Je pense que toutes ces choses, donc, n'est-ce Cela pas, serait à l'injustice. Et je pense, aussi autour de la justice. vous avez parlé
toutes ces choses, tous ces problèmes, et qui essaient donc, n'est-ce Donc, pas, je pense bien sûr, je pense enfreindre que la loi par rapport à l'engagement des droits humains, rassembler toutes ces choses représentent dans le justice nationale. Je pense que les gens les, vivant dans les différentes villes africaines ont des vies différentes. Ils ont un niveau de joie, de qualité de vie, l'accès aux ressources, tout ceci diverge en fonction des villes, en fonction des communautés, en fonction donc des cités rurales, ainsi de suite en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ce cocon-là. Euh, je pense que vous ne pouvez pas faire volte-face et puis fuir vos responsabilités, étant donné qu'il y a tous ces problèmes qui existent. Pourquoi ne pas essayer de voir comment utiliser ces éléments injustes pour aborder justement les questions relatives à la justice et essayer de gérer le problème. Essayons donc, euh, essayer également de réduire le risque d'exposition aux inondations. Donc, tous ces projets font à chaque fois surgir le problème d'injustice, de droits de l'homme. Euh, je pense que c'est là l'un des plus gros problèmes. Et c'est quelque chose qui malheureusement qui se passe. Ceci étant dit, je pense que vous avez vous-même répondu à la question. J'aimerais néanmoins dire, et voyez-vous que le plus gros souci, le plus gros défi, hein, c'est ce regroupement constant des catastrophes en Afrique. Je pense que l'Afrique dispose de beaucoup de potentiel hein, que nous pouvons utiliser comme justement point fort. Nous avons, par exemple, beaucoup de diversité culturelle, beaucoup de culture en Afrique. Les Africains ont un grand sens de l'humour, il faut le dire. Et nous avons bien sûr des Africains qui sont braves naturellement. Je pense donc que ils reconnaissent donc la spiritualité au niveau de la nature, la diversité des cultures. Et cela justement fait naître le respect. Euh, et je pense qu'ici, hein, l'agenda est diversifié et cela nécessite nécessairement beaucoup plus d'énergie et de force. Merci infiniment, Kipi, c'était excellent. Voilà, partant de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire de réfléchir, de jeter un regard rétrospectif sur la dernière décennie. J'aimerais donc partager mon expérience personnelle pour dire que pour moi, en tant que responsable de programme, il y a eu des moments valables au niveau de Luna et également des moments tout à fait frustrants. Mais l'une des choses justement qui m'est enfoui dans l'esprit que j'ai eu à garder hein, depuis que je suis à Luna. Ça s'est passé l'année dernière lorsque nous étions au Cape Coast. C'était donc à cette époque hein, que, justement, par rapport à ce que vous avez dit, hein, Pipi, qu'il y a plusieurs pertes de temps par rapport à ce qui ne fonctionne pas bien en Afrique. Parfois, contextuellement parlant, je le dis à chaque fois en tant que pragmatique, vous devez justement penser par rapport au contexte. Vous devez donc penser en tant qu'étudiant et non pas en tant qu'expert. Ça m'a frappé au Cape Coast. Nous avons eu hein, cet instant où nous étions dans une visite aux Fausses Lagoon. Je me rappelle donc euh, au niveau du banc du lagoon à un moment donné, et ça paraissait un tout petit peu ordinaire, mais là, c'était juste tout un écosystème qui s'affichait devant nous, où nous avions plusieurs pêcheurs qui étaient là au niveau du lagoon, parce que ils pêchaient beaucoup de poissons. C'était un peu comme un réseau invisible hein, où ils s'appelaient mutuellement et toute personne qui venait dans le lagoon et puis qui se retirait ainsi de suite. Vous pouviez même hein, le percevoir une espèce de réseau qui se formait à ce moment. Tous les pêcheurs qui venaient, y compris ceux déjà qui étaient présents. De l'autre côté,
du flanc. Les femmes qui étaient là faisaient la collecte des poissons et à ce moment, on pouvait voir donc justement qu'il y a cette force dans la communauté, la force dans cette diversité-là, mais également il y a cette force dans la façon selon laquelle, bien sûr, nous respectons mutuellement au sein du continent. Donc, nous sommes allés dans un autre endroit du lagoon qui est un endroit secret sacré autant pour moi, où on ne pouvait pas y aller avec nos chaussures. Ces choses sont tout à fait célébrées de temps en temps, mais il s'agit là des moments, des choses qui vous permettent donc, n'est-ce pas, d'effectuer une petite pause et puis de vous dire, voilà, depuis plusieurs centaines d'années, nos ancêtres ont tellement si bien géré la nature, hein, de telle sorte que cela a pu préserver tout ceci. Qu'est-ce qu'il faut continuer donc de faire comme ils l'ont fait parce qu'ils ont eu la solution et pourquoi est-ce que nous, on ne pense plus comme eux? De toutes les façons, c'est moi, donc, n'est-ce pas, qui parlais d'un moment qui, justement, m'a touché. Elika, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, Vous étiez là-bas au Cape Coast et c'était un moment intense pour plusieurs d'entre nous. Ça fait donc 10 ans déjà que vous avez financé ce programme EDICA à travers Subai. J'aimerais donc vous féliciter parce que c'est louable, c'est remarquable parce que c'est pas tous les bailleurs qui peuvent justement vous accompagner dans un voyage aussi long. C'est pas plusieurs bailleurs de fonds qui sont prêts à vous donner ce temps, cette possibilité d'expérimenter, de réussir, de voir ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, et ainsi de suite. J'aimerais que vous nous disiez, Kaïf, si vous pouvez donc nous parler des facteurs qui, depuis les dernières décennies, ont influencé donc les décisions visant donc à soutenir donc cet appui, cette aide depuis toutes ces années et quels sont également ces retours d'investissement qui vous ont touché, hein, qui bien sûr vont dans l'encontre dans le sens du Una Project. Elika, merci infiniment pour moi et surtout merci de m'avoir invité à cette session. Merci également de m'avoir justement souhaité la bienvenue à Cape Coast au mois d'octobre. Véritablement, je me suis réjoui, hein, des échanges et également de la visite sur le terrain. C'était tout à fait rafraîchissant et enrichissant. Voilà. Nous savons, hein, à coup sûr que la transformation des sociétés, justement, prend beaucoup de temps. Donc, pour transformer des cités de façon résiliente, bien sûr, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faudrait qu'on se le dise. La sensibilisation, le renforcement de capacités, euh, sélectionner les individus dans les différentes institutions, ça ne suffit pas parce que nous le savons que euh, la présence du personnel est un défi, il y a des challenges ça ici, il est donc important de travailler avec toute cette équipe de par le temps pour créer justement ce changement. Je pense que nous sommes arrivés à un niveau où nous nous sommes rendus compte que c'est la culture en fait qui devrait changer, c'est-à-dire la façon selon laquelle les choses sont faites, ont toujours été faites, ne suffit pas pour essayer, hein, de nouvelles approches. Euh, donc, il faut véritablement travailler sur les nouvelles approches, sur les nouvelles méthodologies. Il faudrait donc s'essayer encore et encore, ainsi de suite. Parlons donc de l'échec et surtout de l'importance, être capable, donc, n'est-ce pas, d'accepter l'échec et d'en tirer des leçons, parce qu'il y a beaucoup de leçons à,
Vous avez donc besoin d'impliquer plusieurs acteurs. Si vous avez besoin donc le changement Aussi, besoin de tout. Le groupe Imagine-Atelier. Je pense que merci, Voilà, merci, merci merci, beaucoup. Je pense merci que, comme vous l'avez bien dit, cela infiniment, résume tout pour nous et de aussi de la cela perspective de justement, l'équipe et et aussi résume absolument même tout. par aussi le modèle quand le Lorsque rapport est venu, on a été à n'a pas mesure de de raison euh, parcourir donc ce processus de itératif avec fatigue individuel. par Et rapport à ce ici, processus, des personnes et externes parce de que telle ce n'est sorte pas que ce n'est l'équipe pas OUNA l'équipe donc, on ONA a besoin d'être noté. vous Comment allez cela fait? reprendre Qu'est-ce qu'on votre fait? fonctionnaire Qu'est-ce qu'on fait de bon? Qu'est-ce et qu'on fait de de voir mauvais? Et ce qui partager nous cela. Cela fonctionnait, ce qui ne montre fonctionnait pas. Je pense euh, que le cela a fait que leur démontré beaucoup de méthodologie, choses. comme nous essayons Notre de transformer, méthodologie, et comme alors nous que avons nous, réussi et quelque chose depuis l'année passée. Donc, je vais d'abord m'arrêter ici pour vous avez dit que si vous avez des questions, alors soyez libre de les mettre dans le chat. Je vais les lire et pour que les panélistes puissent répondre à ces questions. Et Richmond, je voudrais, je voudrais, euh, quand vous les mettez ensemble, vous voyez des injustices. Euh, euh, les instituts financiers, euh, l'injustice à travers les continents. Dallas réside avec nous. Euh, et cela informe euh, cette partie de ce projet a été la première page où nous avons mentionné ce que fait dans l'approche de dire tout ce que nous faisons pour financer, pour planifier, pour gouverner, doit avoir ce plan. On doit amener la communauté. On doit s'assurer que aucune voix n'est laissée. Avant de commencer, on a fait une enquête socio-économique. On est allé dans le contexte, apprendre que les femmes sont les plus marginalisées, euh, les vies sont utilisées. Nos communautés disent non, pour dire les jeunes gens. Et ici, sommes retournés et trouvé comment on peut amener les jeunes gens en ligne. C'est des leçons que nous avons apprises. Et je veux seulement dire que, est-ce que vous avez observé particulièrement avec l'incorporation de l'approche basée sur les droits de l'homme, les changements sur euh, les planifications des villes, un changement qui essaie de mettre les gens ensemble. Aussi, quelles sont les stratégies
que vous avez essayé de mettre en place pour soutenir les progrès qui ont été observés depuis ce temps. Merci beaucoup, Fanny. Bon. Merci pour l'opportunité encore. Je pense que ceci est une très bonne question. Je vais dire que depuis le commencement du programme de ONA, quand on a commencé le projet, on a essayé d'impliquer les délégués, continuer à les rappeler, on doit faire 50-50, on doit avoir l'équilibre, on doit avoir les représentants des femmes et aussi les femmes. À part cela, on a aussi besoin les groupes, les personnes de divers backgrounds et aussi la politique des métropoles. Je me rappelle, il y a une réunion comme on m'a dit, il m'a dit, donne-moi un groupe de jeunes, donne-moi des groupes de femmes pour qu'elles puissent être partie de ça. Je veux dire que la ville comprendre et apprécier l'implication ces personnes dans les politiques, dans les plans, on veut s'assurer que tout cela soit à des normes. Tout ce que nous voulons faire, nous allons impliquer la participation des communautés. Et cela devient les problèmes importants dans la planification. Et dans le passé, on peut seulement impliquer seulement les leaders de communauté, les représentants des communautés. Maintenant, ils ont dit, on va aller donc dans les town hall meetings et on va le faire. Bon, et on ne le fait plus encore maintenant. Et tous les semestres, on a engagé par les médias, les communautés, et aussi engager les gens, le projet de UNA et aussi comment est-ce qu'on peut inviter les groupes de jeunes et de femmes et autres personnes dans le contexte du programme. Et ça a montré notre esprit sur tout ce que nous faisons maintenant. On a toujours donné notre comment impliquer ces personnes. Et cela est devenu partie de nous. Dans la planification, dans la politique, dans tout ce que nous faisons, on s'assure toujours que la participation, l'implication de ces groupes vulnérables sont toujours présents. Je disais à un collègue ici, je leur disais à un comité, et je leur dis, maintenant, même si je suis dans le de développement, je veux maintenant voir dans le perspective de développement. Je ne fais pas un comité sans l'implication des femmes. Je ne peux pas faire un comité. Elle a dit oui. Désormais, la ville a embrassé donc l'implication des groupes vulnérables, aussi celle des femmes. Et si vous faites l'enquête, on voit que beaucoup de femmes dans le cadre. Mais quand en matière de prise de décision, on les voit pas. Donc, on veut s'assurer que les femmes sont impliquées dans les prises de décision. On s'assure aussi que les groupes vulnérables soient aussi partis pour qu'à la fin, on soit en mesure d'assurer que les droits de l'homme est assuré. Merci beaucoup, Redmond. Je pense que c'est un moment parfait pour nous de relier. Ouais, oui. Ça, c'est un moment. Merci beaucoup. Malheureusement, mes collègues appelés, ils peuvent avoir un problème de réseau. Nous allons revenir à vous, Isaac, et avec le même cadre, avec Richmond, notre Cape Coast, qui était notre point focal. Les mémoires sont encore frais et nous sommes heureux de voir les approches qu'ils vont utiliser désormais dans la ville, que la ville prend. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Comment ils peuvent faire donc la mise à l'échelle? Ainsi que je veux vous inviter à réfléchir
ça veut dire des années. Quelle est la réalité donc du processus La durable et les leçons que réalité vous avez apprises derrière sur le euh, projet de UNA, ce projet, au-delà du cadre du projet? Qu'est-ce que, je pense que vous avez parlé de cela. Qu'est-ce que cela a été? Est-ce que c'est un processus difficile pour impliquer cette leçon ou, ou bien continuer? Et comment est-ce que cela a été? Est-ce que c'est un projet cela a été, lucratif pour est-ce que ou c'était un elle est processus mettre dans les visant plans à les de ville? insérer dans le plan de Et la ville, dans quels les étaient les projets défis qui et quels existent étaient les défis ou qui continuent à exister? Isaac, vous avez la parole. Isaac, Merci. La vérité est que c'était pas facile, mais je pense que lorsque le programme était arrêté, il y a des avantages. Il y a eu des... je pense que le programme a été conçu de telle sorte que nous ayons l'opportunité d'identifier les parties prenantes compétentes et par décocher le cours d'exposition. Et comme ça nous a permis donc de faire la conception parce que nous sommes dans le processus de conception. Et cela nous a donc permis de travailler de façon permanente dans ces différentes zones affectées. Parce que le danger derrière les projets de réforme peut parfois constituer un désastre s'il n'est pas bien géré. Nous avons travaillé avec les consultants, nous avons appris ce qu'ils ont fait et pourquoi pas remettre en question ce qu'ils ont fait. Il est important de comprendre le produit, utiliser ce produit que nous allons donc intégrer dans notre travail quotidien. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur les aspects qui ont été identifiés, à chaque fois, ça continue donc de frapper dans notre esprit, notamment en ce qui concerne donc la budgétisation. Donc, les activités de cartographie dans sont intégrées au projet. Nous avons mis en place des instruments et des technologies qui sont utilisées et qui nous permettent d'institutions adaptées. Maintenant, ça nous a permis donc d'utiliser nous avons la méthodologie à utiliser par les autorités et que nous avons incorporé pour la gestion de nos besoins nous a, si vous voulez, aidé. Nous avons choisi des éléments dans cette composante et s'agissant des activités relatives à la biodiversité, il faut dire que en ce qui concerne le plan d'action de Kampala, ceci est un document donc, que nous avons pu utiliser. Les recommandations donc ont été recensées par rapport au projet EVEN. Nous avons incorporé ces éléments au sein du plan d'action pour la lutte contre la dégradation climatique et la planification physique était là. Et il faut dire également que voilà certains des défis relatifs à la continuité permettre donc n'est-ce pas aux gouvernements locaux de d'être de domaine institutionnel. Voilà, cela me permet donc de revenir vers bien sûr les membres
travail justement effectué au sein du continent. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce projet, ce processus, qu'en est-il? Vous avez vu donc les différents mécanismes et comment pensez-vous que les utiliser? Dites-nous s'il vous plaît. Pour quelqu'un justement qui est considéré comme un étranger, pourtant il fait partie du système. Comment ça se passe? Comment vous gérez cela? Vous avez donc les différents membres du conseil qui sont là et nous avons par exemple un point de vue où vous n'êtes pas impliqué dans le projet, mais vous pouvez donc, n'est-ce pas, utiliser votre expérience pour pouvoir conseiller ça et là. Quelles sont qu'en est-il des villes qui veulent utiliser les méthodologies qui déjà ont été élaborées à travers le programme ONA, malgré justement le fait que il ne soit pas directement impliqué dans le programme. Voilà. Je pense que euh, j'ai vu une question justement dans le box pour essayer de où on demandait comment vous pouvez être impliqué. Est-ce qu'on peut faire des choses de façon retirée? Et comment cela est faisable à travers les documents qui existent? Voilà. Nous avons beaucoup appris de nos échecs et je pense que c'est également là une opportunité donc de revivre le projet. Nous avons pu être impliqués dans un atelier et je pense que ce qu'ils font, c'est quelque chose de très intelligent et je pense que il s'agit donc d'une caricature personnelle appliquée en Afrique. Euh, je pense que c'est tout à fait utile et c'est très intéressant. Euh, Cela permet aux participants justement de concevoir les choses par eux-mêmes. Ce processus visant donc, n'est-ce pas, à permettre aux autres de voir les choses différemment et cette possibilité donc justement d'appliquer des méthodes libres à quelque chose donc, justement qui est important avec les nouvelles méthodes d'apprentissage. Je pense que c'est la nouvelle donne, c'est la nouvelle force. En plus de ce que vous avez dit, docteur, je pense que justement, c'est pas tous les éléments qui résultent justement à cela. Il y a des différentes phases et cela nous permet donc justement d'atteindre d'excellents résultats. J'ai même dit justement que une fois de plus, avec tous les éléments qui existent autour de cette question, le genre, la communauté, je pense que tout a été si bien dit. Merci infiniment. Euh, je vois qu'il y a deux questions affichées dans le box. Nous allons donc justement y revenir. J'aimerais juste me pencher sur ce que vous venez de dire, notamment en ce qui concerne donc les idées et les conceptions préconçues qui, bien sûr, sont dans le projet de la construction d'État en tant que directeur ou gestion de progrès. Je pense qu'il y a un problème de perception. Cela a été quelque chose de tout à fait rafraîchissant pour nous. Dans ce cocon, Elika, j'aimerais justement vous ramener dans cette question pour vous demander, voilà, qu'est-ce
qui a été pour vous un moment euh, important d'apprentissage depuis ce programme qui dure déjà 10 ans? Voilà, c'est une excellente question. Il y a tellement de choses nouvelles que j'apprends dans ce programme. Je ne sais pas véritablement où je vais commencer, hein, par où je vais commencer. Euh,
que cette façon aveugle, les données sont que on utilise donc les enquêtes. Par exemple, on a des données à travers les questionnaires, à travers les enquêtes, beaucoup de manières et approches pour les bénéficiaires de cette donnée. Parce que pendant les années passées, et peut-être prendre plus de données sur il y a beaucoup de, euh, ce n'est pas des données statiques, ce qui signifie que les bénéficiaires, quand on les rencontre avec les conseillers et d'autres, les propriétés, ce qui
dans tout ce que nous faisons, nous devons revenir aux gens, au peuple. Isaac. Alors, pour résumer, c'est beaucoup. Ben, je pense que ce que je tire de tout ceci, c'est qu'en termes d'inclusivité, je pense que l'inclusivité ne devrait pas s'arrêter à la planification, mais devait aller au niveau de la mise en œuvre, également au niveau de la maintenance. Nous, en tant que communauté, nous arrêtons au niveau de la planification et nous n'allons pas jusqu'au bout de la chaîne. Et nous devons ajouter l'inclusivité et introduire les sexes et aller dans toutes les communautés. Merci encore, Isaac, de nous ramener encore au peuple l'inclusivité au niveau de la mise en œuvre. Vous avez soulevé un point qui n'a pas été évoqué, la maintenance. Je parle ici de la mise en œuvre après projet. Comment est-ce que nous pouvons continuer à associer le peuple à ce projet? Enfin, je ne sais pas si nous avons perdu Richmond. Richmond, je pense que vous devez Je pense que vous revenir et devez puis justement cliquer sur cliquer sur audio l'audio originel afin de pouvoir original. Alors, je pense que je vous entends maintenant. Je pense que c'est la réflexion de la je pense que perspective cela du projet du revient sur les terrain. Le perspectives projet de la jusqu'ici ville a différentes. été important et à la réflexion, nous avons tiré des leçons de nouvelles perspectives et pour pouvoir aider nos villes. Merci beaucoup. L'espace pour pouvoir réfléchir, non seulement mettre en œuvre, mise en œuvre, mais arrêter et poser des questions, réfléchir, corriger le cas échéant. Sur cette base, je vais vous présenter là le prochain C'est sûr diapo. donc, nous Nous sommes à ce sommes niveau où arrivés à ce 10 point ans et où 10 ça villes. fait 10 Nous ans. avons, à travers nos échanges au niveau régional, aux forums internationaux, des personnes qui démontrent les intérêts dans beaucoup de méthodologies et des processus qui ont mené à ce processus. Pour cela, en guise d'annonce et non nécessairement quelque chose, que nous avons activé aujourd'hui parce que nous allons vous contacter à travers les adresses que vous avez utilisées pour vous inscrire à cette session. C'est pour vous faire savoir que nous allons mettre en place une communauté de pratique car nous croyons que De cette pratique. communauté de pratique peut devenir quelque chose qui pourra bénéficier non seulement les 10 villes qui ont fait partie de ce voyage, mais les autres villes peuvent également profiter grandement en termes de comment ils, ils déballent le projet dans leur ville, dans leur pays. Alors, nous vous invitons à nous contacter et faire partie de la communauté de pratique et et pour qu'ensemble nous puissions fêter les 10 ans de UNA, nous allons introduire cette communauté de pratique pour tenir comme un moment où nous disons, ça fait 10 ans, voici ce que nous avons appris, voilà ce que nous avons, voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché. Et voici les leçons que nous avons tirées et que nous pouvons avancer avec. Et sur cette base, Mayowa Felicia et tous ceux qui ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent faire partie de cette méthodologie, de certaines leçons qui ont été tirées de UNA. Voici votre opportunité. Vous allez recevoir des emails de UNA, de l'équipe de programme pendant les semaines qui vont suivre sur la communauté de pratique, comment cela sera déballé et ce que cela signifie pour vous en tant que personne et aider à informer votre pratique, mais également ce que cela veut dire au niveau de la ville. Sur ce, nous voulons dire « merci beaucoup et nous avons un
un questionnaire pour vous poser. Est-ce que vous voulez faire partie de la communauté de pratique? Donc, je vais vous donner 1 minute pour répondre à ce questionnaire. Vous dire oui, non. Vous pouvez commencer. Alors, est-ce que nous avons commencé à voter? Très bien. Nous voyons des réponses qui sont en train d'être affichées. Alors, nous sommes là. Est-ce que vous voyez, nous avons un vote qui est en train d'être pour savoir, pour juger votre intérêt, pour savoir si vous voudrez faire partie de cette communauté de pratique. Alors, il paraît que il y a un intérêt, un sondage, selon le sondage, nous avons 83% d'intérêt qui veulent faire partie de cette communauté de pratique. Nous voulons arrêter, nous allons partager le résultat du sondage. Et sachez, vous pouvez partager le résultat du sondage qui va s'afficher dans quelques secondes. Très bien. Merci. Alors, après avoir reçu cette réponse qui démontre que la majorité veulent faire partie de la communauté de pratique sur la base de la nation, l'équipe UNA va vous contacter. Nous allons arrêter cette session avec cette vidéo qui vous pousse à répondre à la question: quel est votre engagement vis-à-vis de la nature? Prenez 1 minute et regardez cette vidéo avec nous. In the bustling West African cities of Cape Coast and Bow City, a remarkable shift is underway. A journey towards acknowledging and embracing nature as an integral part of urban life. I'm committed to keep my nature beautiful and my environment clean. So I am committed in making sure that every day of my life I teach people about biodiversity conservation. Today, my commitment was urban natural assets in value chain. I want to see that enabling environment where all sectors can come together, collaborate, and strategize. And I promise to commit to nature by not using single-use plastic which pollutes the environment. I commit to protect, to create awareness for the people of Cape Coast. I'll contribute to the urban nature by planting more trees, not involving in activities that will destroy Mother Nature. I'll also advocate others to do well in the environment. I commit to the urban natural assets by educating, helping my community so that everybody can be able to plant trees in their homes, to create more urban green spaces for everybody. And I commit to preserving, conserving, and tinkering with the future. Through the UNA Resilience Project, funded by Sweat Bio and driven by ICLEI Africa since 2021, these cities have embarked on a collective mission to foster resilience and sustainability. When we take proper care of the nature of our assets, then it will also lead us in the right way. Nature is ours and ours is nature. My commitment is saying that this center will be put into the best of use for the restoration of the Fosu Lagoon. Through tireless efforts and unwavering commitment, residents are redefining the relationship between urban spaces and the natural world. These actions, both big and small, ripple through the fabric of our cities, leaving a lasting legacy of sustainability and stewardship of urban natural assets, and inspiration for others to follow.
My commitment goes beyond what I can do in my city. The commitment is to remember that I'm connected to nature and how interlinked we all are, and remembering our individual responsibilities. If we get to understand that whatever we do has the rippling effect on us, then we'll be very careful as to how we lead our life. I think protecting urban natural resource would always enhance our development. I commit to reducing my carbon footprint in whatever way I can. I commit to reusing, recycling. I also commit to helping local organic markets. And I commit to use less natural resources, and I think traveling is a bit issue in our part of the world where we really have to think about. My commitment is to start growing herbs in my nearby community garden. Herbs that can be used for cooking, but also gives nectar and food to bees and other insects that pollinates. And my commitment to urban nature is to continue empowering and working with communities, to engage communities in order for us to work together, to collaborate and build sustainable, equitable and just cities for the future. I want to say thank you for ICLEI Africa for such an initiative, bringing us together for this city and city exchange. Thank you. As we stand at the precipice of change, let us heed the resounding call of nature. Let us pledge to protect, conserve, and cherish our environment today and every day. Let's shape a future where nature and cities thrive, and the people that live in them flourish. Join us in this journey of transformation. Together, we can ensure a brighter, greener future for all. How will you commit to nature today? Merci beaucoup à tout le monde qui a fait partie de cette session. Nous vous invitons aujourd'hui à réfléchir sur votre engagement vis-à-vis de la nature. Faites un engagement envers la nature, mais allez également voir nos expositions en ligne. Kafi a posté un lien à un sondage qui va prendre 2 minutes. Remplissez le questionnaire et dites-nous ce que vous pensez de cette session. Et nous sommes impatients de communiquer encore une fois avec vous et de continuer cette conversation à travers nos communautés de pratique. Merci beaucoup de moi et Boulé. Ça a été un plaisir.